Louis-Pierre Guillaume et je suis Allez, accompagné par… Gonzague Chastenay. Bonjour à tous. Heureux de vous revoir, on se voit à peu près tous les mois. Donc cette fois-ci, nous parlons du KM dans les DSI. Donc toujours, qui sommes-nous pour ceux qui ne nous connaissent pas, même si on reconnaît quand même dans la liste des participants quelques personnes qui sont soit des collègues de bureau, soit des clients, soit des membres de COP 1 par exemple. Donc je vois Martin par exemple. Ou d'anciens auditeurs du certificat du CNAM. Il y en a quelques-uns. Donc d'ailleurs, le certificat qui a commencé, non, Gonzague? Non, c'est la semaine prochaine. Semaine prochaine. 2 et 3 mars. Voilà, j'interviens aussi dans le certificat sur les communautés 2 fois 2 journées complètes. Alors, juste pour vous rappeler qui nous sommes, Gonzague, je te propose de te présenter en premier. Oui, alors, donc moi je suis directeur associé du cabinet Uruk, où j'anime l'offre Knowledge Management depuis une quinzaine d'années. Avant, je faisais ça chez Capgemini Consulting et chez Ernst Young. Donc ça m'a permis d'accompagner une quarantaine d'entreprises dans des projets KM. Et je suis aussi professeur associé au CNAM, où j'ai créé ce certificat qui aide des professionnels à devenir knowledge manager. Et on va commencer la 7e session la semaine prochaine. Déjà 7 ans, waouh. Ouais, déjà 7 ans. Et donc moi, Louis-Pierre Guillaume, pareil, associé directeur au cabinet Amalté, partenaire de Hawk. Compagnon de route, c'est ça, d'après ce que Oui, le vocabulaire Hawk. Et donc 25 ans d'expérience dans le management des connaissances, une grosse partie en entreprise, dans des grands groupes comme Schlumberger ou Schneider Electric, et consultant depuis 4 ans maintenant, 4 ans et demi. Et là aussi, pareil, j'interviens dans différentes formations, comme celle du CNAM dont on a parlé tout à l'heure, plus une formation à Cage Business School, ainsi que à la Sorbonne Nouvelle Paris 3, sur les domaines du management des connaissances, bien sûr. Et co-auteur d'un livre qui est sorti il y a 1 an et qui sortira bientôt en anglais sur le management des communautés, le guide pratique des communautés, à trouver dans les bonnes librairies, où nous sommes 71 contributeurs et je vois que dont certains sont en ligne d'ailleurs aujourd'hui. Alors, si on rentre dans le dur, parce qu'on n'a que 45 minutes, donc le temps passe très très vite, hein. Ça c'est terrible, 45 minutes, ça va très très vite. Donc ce qui nous réunit aujourd'hui, en fait, c'est l'aspect effectivement démarche quand même dans les DSI. Donc on a reçu quand même quelques petites problématiques, hein, qui nous sont parvenues par certains d'entre vous qui nous ont écrit, comme embarquer la DSI dans une démarche KM, c'est pas évident. Les besoins KM de la DSI, quels sont-ils? Les standards et les pratiques. Et puis effectivement, la problématique de partage de connaissances capitalisées, le service desk, un grand consommateur de connaissances, et puis la prise en main des applications métiers par les personnes qui doivent s'en servir. Donc c'est des grands sujets liés autour du KM et on va les creuser évidemment en détail ensemble avec vous et creuser. Les survoler malheureusement en 45 minutes, mais au moins vous aurez une bonne compréhension. Alors d'abord, la DSI, c'est un peu comme de l'ingénierie, il y a des processus métiers, c'est assez comparable. Alors il y a à la fois les processus métiers dans la gestion de projet, la gestion, alors amont, aval, c'est tout ce qui est, l'amont, c'est les devis, les cadrages, la faisabilité, et puis l'aval, c'est je réalise, j'exploite, je maintiens en condition opérationnelle les logiciels et je supporte les utilisateurs qui s'en servent. Tout ce qui est contrat, les offres de services qu'on peut avoir, les démarches qualité, hein, qui sont autour effectivement de la DSI. Il y a l'aspect RH, bien sûr, c'est le management des collaborateurs, tout ce qui est mobilisation des personnes, intégration des nouveaux, la gestion des ressources, les départs, comment on s'assure que le savoir et le savoir-faire est conservé, mis à jour et efficacement mis en œuvre. Plus généralement, il y a de la gouvernance. Gouvernance du SI, c'est un grand sujet que Roux connaît très bien et Gonzague en particulier, et tout ce qui est connaissance des processus métiers que la SI doit connaître, métiers de l'entreprise, pour pouvoir mieux répondre aux besoins de ses clients internes.
Et puis, il y a aussi la partie gestion documentaire avec la mise à disposition de docs pour les centres d'appel, les équipes maintenance, les équipes support. Ça peut être des documents, des wikis, des vidéos, des GIFs animés, de la réalité augmentée, des FAQ. Il y a plein de choses possibles. Et puis, un autre point, c'est la veille technique et technologique, tout ce qui est nouveau et tout ce qui permet de pouvoir optimiser les nouvelles technologies, parce que les clients internes vous proposent des choses, il faut savoir gérer tout ça, l'intégrer, tout ça. Alors, tous ces outils-là, tous ces processus métiers, ben, généralement, les grandes boîtes d'ingénierie ont mis du KM depuis longtemps. Les DSI, pas tant que ça. Donc, c'est pour ça qu'on est là pour en parler aujourd'hui. Tout à fait. Donc, Gonzague, c'est à Alors, toi. tu me laisses ta parole. Bon, Ah bah alors oui, c'est vrai, il y a, c'est un il y a- il y binôme, a- donc il y a un peu un mystère sur pourquoi le KM ne pénètre pas tant que ça les DSI. Comme l'a bien rappelé Louis-Pierre, le métier de la DSI, c'est un métier d'ingénierie. Or, l'ingénierie, notamment dans le génie civil, mais aussi dans le nucléaire, dans les cabinets de conseil, le cabinet d'avocats, se sont emparés du sujet et le mettent en œuvre. Alors pourquoi est-ce que la DSI n'a pas l'air, ne semble pas y aller aussi rapidement? Alors on va essayer de comprendre, on va surtout essayer de proposer des approches. La première approche possible, c'est un KM simple, un KM de capitalisation de la production. Donc, on ne demande pas de produire des objets de connaissances, simplement, si on pouvait regrouper dans un endroit, qu'on peut appeler un début de base de connaissances, tous les documents qui sont des traces de savoir-faire. Et donc, les livrables remarquables, ou les CV, ou de la documentation technique, bref, tout ce qui est produit naturellement par les projets. Bon. Et on voit bien qu'en général, ce n'est pas si simple que ça, hein, ce premier étage de la fusée. Mais s'il y a une volonté, on y arrive. Et j'allais dire, parce qu'il n'y a pas besoin de compétences particulières. Mais au sein d'une DSI, est-ce que c'est si sûr que ça? Parce qu'au fond, le minimum de compétences, alors identifier les livrables remarquables, ça dans les DSI, on sait le faire, puisque on l'identifie pour les projets. Mais il faut ensuite aller déposer ces documents qui sont il faut les mettre dans des espaces documentaires. Et donc, ça veut dire qu'on a préparé un espace. Ça veut dire qu'on a aussi préparé un plan de classement, qu'on a préparé des métadonnées. Or, cette compétence de professionnels de l'information, les professionnels des systèmes d'information ne les ont pas, voire les regardent de haut d'une certaine manière. Donc, c'est un peu cette grande distinction entre le monde des bases de données relationnelles, qui est le monde des systèmes d'information, et le monde de la gestion de contenu, qui est le monde des professionnels de l'information, qui s'est très longtemps ignoré et qui est obligé aujourd'hui de se parler. Bon. La gestion de contenu, aujourd'hui, doit être gouvernée, et donc on doit, au sein d'une DSI, être capable de gérer des espaces qui permettent de classer des documents. Mais c'est vrai aussi pour la gestion d'espaces collaboratifs, des SharePoint, des espaces Google et autres. On voyait déjà ça à l'époque de Lotus Notes, il y a 20 ans, et on retrouve les mêmes problèmes aujourd'hui. Bon. Et donc, c'est un peu le problème des cordonniers mal chaussés, c'est comment s'équiper soi-même, dédier des gens, et puis aussi monter en compétence sur cette capacité à gérer des plans de classement. Donc ça, c'est un premier effort. Et ce que j'observe, c'est que cet effort est beaucoup plus facile quand il y a une contrainte externe. C'est-à-dire que quand une DSI est filialisée, eh bien, elle est obligée de s'y mettre. Elle fonctionne comme une société de services en informatique, comme Capgemini ou autre, et alors là, ça fonctionne. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, peut-être le deuxième objectif, ça va être de gouverner des connaissances, donc de les identifier, et puis de construire des objets de connaissances en dépassant le modèle documentaire et en ayant bien des wikis thématiques, en gérant des webinaires, en ayant une cartographie de connaissances critiques, non pas en subissant, c'est-à-dire en récupérant tout ce qui vient naturellement par les projets, mais en ayant une certaine vision des connaissances qu'on souhaite traiter, associées au domaine de veille technique, et puis aussi, et ainsi de construire des espaces de manière très volontaire pour se constituer un patrimoine de connaissances. Bon. Alors,
pour mener ça à bien, il faut des compétences particulières. Ça ne se fait pas tout seul. Et il faut surtout impliquer les personnes. Parce que soit on a la chance d'avoir un knowledge manager qui peut produire soit des règles, soit des pages, des fiches wiki. Ça peut être d'anciens professionnels de l'information qui ont évolué, c'est des choses qui se voient. Mais il faut aussi mobiliser. Il faut que la gouvernance des connaissances fasse partie des fiches de poste, que le directeur des systèmes d'information s'implique, qu'on mette en place des process. Et alors le paradoxe, c'est que c'est pas si évident que ça dans une DSI. Pourtant, la DSI, elle connaît bien les processus, mais c'est les processus de ses clients. En interne, elle a moins de facilité. Je pense aussi qu'une DSI est souvent construite autour de rites, de cultures qui sont très tacites. C'est-à-dire, pour caricaturer, on s'échange des informations en mangeant une pizza ensemble ou en jouant à un jeu vidéo. Enfin, je vois que ça me fait penser à des souvenirs. Et au fond, cette connaissance tacite, eh bien, elle résiste un petit peu à tout ce qu'appelle le knowledge management en termes de formalisation. Et donc, pour ça que, par exemple, des communautés de pratiques thématiques au sein de DSI d'une certaine taille, hein, dans des grands groupes, ça aurait tout à fait du sens. Bon. Et donc, il faut être un peu innovant, mais surtout, il faut se faire aider. Et je pense que c'est une des difficultés des DSI, c'est qu'elles pensent que puisque c'est leur domaine, elles peuvent le faire elles-mêmes, et ça ne marche pas. Voilà. En quelques mots, un peu le constat et les préconisations qu'on peut faire pour amener une DSI à mettre en œuvre un knowledge management. Et puis, il y a un double défi, pour terminer, c'est la connaissance technique de la gouvernance du système d'information, mais c'est aussi la connaissance des processus métiers de ses clients internes ou externes quand ils sont filialisés. Parce que de plus en plus, les DSI nous disent, nos clients nous demandent de mieux les connaître, ils ne veulent pas réexpliquer à chaque fois qu'il y a un nouveau projet leur processus métier. Donc, on devient un peu les gardiens de la connaissance des métiers de nos clients. Et donc, c'est un deuxième défi pour les DSI. Oui, c'est un problème de maturité. Moi, j'ai vécu dans une DSI chez Schneider, qui en plus était multisite. Il y avait des sites éclatés dans le monde entier. Il est clair qu'à ce niveau-là, tu organises, tu formalises. Si une DSI est située au même endroit dans un lieu unique, c'est clair que là, c'est beaucoup plus tacite, c'est plus dans l'oral. Donc la nécessité d'être en gros un peu en un sens filialisé parce qu'il y a plusieurs centres partout, oblige nécessairement à être beaucoup plus formel, sinon ça devient le bazar très vite entre les équipes en Inde, en France, en Amérique et d'autres. Mais c'est toujours une problématique. Alors, beau sujet. Et d'ailleurs, ce qu'on a oublié évidemment, et on a un tout petit peu de temps, alors on peut très bien vous poser la question, c'est et vous, quel est votre rôle? Êtes-vous dans une DSI? Êtes-vous dans un autre rôle? Êtes-vous quand même manager pour qu'on puisse mieux comprendre qui vous êtes dans la suite de notre intervention qui va, comme d'habitude, travailler autour d'un brainstorming où après nous pourrons répondre à vos questions que vous nous poserez. Mais d'abord, qui êtes-vous? Ce serait un bon moyen de pouvoir mieux comprendre votre problématique. Entreprise, DSI. Alors Véronique, KM infogérance, donc typiquement l'infogérance, c'est un métier où c'est très très organisé hein, en termes de process. Apprenti KM, infogérance, KM, apprenti KM, Knowledge manager. Donc il y a beaucoup de monde dans des SI. Hein. KM métier. Ah, Agathe, bonjour. Data Center. KMER.
Bravo, elle était pas mal celle-là. Bonjour Martin. Ah. Ok, donc beaucoup effectivement de KM et beaucoup de DSI. Alors, service desk, absolument. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai répondu à un appel d'offres sur justement un service desk euh, pour une banque, une assurance pour améliorer le service desk, non pas en interne, mais vers des clients extérieurs. C'est les mêmes problématiques de savoir et rechercher rapidement l'information utile pour les clients. Donc, sur ces sujets-là, donc nous avons effectivement et puis effectivement, il y avait une notion effectivement de démarche KM. C'est à Gonzague qu'on a parlé, hein, sous pression externe. Les centres d'appel, hein, les gens veulent l'info tout de suite, veulent pas attendre, on est déjà plus pressé, on veut que le search fonctionne, on veut avoir l'info tout de suite. Et donc le service desk est soumis à des pressions énormes. L'IA, hein, l'IA qui arrive à l'heure actuelle à vitesse grand V, avec tout ce qui est chatbot, hein, et qui permet de pouvoir répondre aux questions des personnes en se basant sur une base. Mais si la base documentaire par derrière n'est pas de bonne qualité, les réponses ne seront pas bonnes. D'où un gros travail évidemment de classement et d'organisation de cette connaissance, hein. Et les communautés aussi, à la fois les communautés, Granzag en a parlé, des communautés donc métiers dans la DSI, mais aussi des communautés d'utilisateurs qui peuvent s'entraider entre eux au sujet d'applications internes. Ça marche très bien aussi. Alors, sur ces sujets-là, effectivement, nous avons des convictions évidemment assez fortes, hein. Sur le collectif toujours, sur la co-construction et la confiance en les personnes et l'innovation managériale. Tout ce qu'on fait ici, c'est qu'on innove des choses avec nos clients sur des sujets qui sont assez novateurs pour eux. Et on y croit parce que le KM, c'est de l'innovation. Alors, on va faire un petit brainstorming. J'adore les brainstorming. D'ailleurs, vous aimez tous les brainstorming. Ça marche très, très bien. Je mets dans le chat le lien vers Klaxoon. L'idée du brainstorming, c'est que vous allez un peu nous donner, vous partager avec nous vos enjeux et vos obstacles. Et nous allons répondre aux post-it qui auront le plus, je dirais, le plus de votes, hein, en termes de c'est ces sujets-là qui m'intéressent le plus. Et donc, nous pourrons répondre avec notre expérience des DSI, une expérience du KM, on pourra répondre à vos questions. Donc, je vous propose de vous brancher sur Klaxoon. Et je vois dire qu'il y a des gens qui sont déjà dessus. Alors, je vais basculer sur le mode partage d'écran. Et vous allez voir, donc là, vous voyez normalement un écran avec vos enjeux à gauche en bleu et vos obstacles en orange. Pour ceux qui ne connaissent pas Klaxoon, comment fait-on pour... Ah, ça commence déjà. Donc, on tape sur le petit plus, on tape une idée. Alors, ça peut être une idée, ça peut être, je ne sais pas moi, la capitalisation. Mettez votre nom en bas, ce serait bien, comme ça on aura un peu, on pourra. Voilà, je mets mon nom en bas et j'envoie le post-it, évidemment. Il est bleu, donc je le mets à gauche. Après, au fur et à mesure, on pourra zoomer bien sûr les post-it par rapport à ça. Donc voilà, donc je vous laisse y aller quelques minutes, brainstorming silencieux pour avoir vos premiers enjeux et obstacles. Le brainstorming avance, hein, c'est hyper sympa. Ce que l'on peut faire avec vos idées, je vous propose un petit truc sympa, c'est pour pouvoir choisir quels sont un peu les sujets qui vous intéressent, hein. Vous avez, je vous donne à la limite, vous avez des cœurs. Vous savez, je vous montre sur l'écran encore une fois, hein. Si je prends un post-it, je peux voter pour avec un cœur. Aimer l'idée. Donc, je vous propose, vous avez, vu le nombre de post-it, vous avez chacun, disons, allez, vous avez 3 cœurs, allez, ouais, 4 cœurs chacun.
Non, 4 cœurs, plus que ça d'ailleurs. Vous avez, par zone, vous avez 4 cœurs bleus et 4 cœurs jaunes, d'accord? Et donc, vous pouvez voter 8 fois. On compte 4 cœurs à gauche, 4 cœurs à droite. Et donc, vous pouvez voter pour les post-it que vous préférez. Donc, je rappelle, pour voter, vous appuyez sur le post-it, vous mettez un petit cœur et un cœur qui apparaît ici en bas. D'accord? Donc, je vous laisse y aller. Vous pouvez commencer. Alors, ceux qui. Ah, c'est pour aujourd'hui. Si ça ne marche pas, je prends votre message et je le mets en tant que post-it. D'accord? Donc, je crée pour vous un post-it, Jordi. Ok. Hop, je vous le mets dans. C'est Laurent Jordi. Pardon, excusez-moi, Laurent, pardon. Hop, et je vous le mets à votre place. Donc, ceux qui ne peuvent pas, voilà. Donc, je vous laisse mettre des cœurs. Il y a beaucoup de choses et après, on pourra commencer à trier. Alors, pour trier, il y a une technique. Hein, je vous montrerai après pour trier. Alors, c'est une zone onboarding. Hein, ne pas mélanger le onboarding avec le reste. Attendez. Hop. Un nouveaux arrivants, oui, oui, c'est vrai. L'adhésion des cultures. Donc, 4 post-it à gauche, 4, pardon, cœurs à gauche, 4 cœurs à droite. Hein. Je vous laisse voter toujours. Donc, en gros, c'est sur quoi d'ailleurs, vous lisez les post-it des autres, de vos collègues, et vous regardez ceux que vous préférez, et on pourra creuser cela. Et pour ceci, j'ai la recette miracle, c'est la vue colonne, et je peux trier par du plus aimé au moins aimé. Voilà. Tac. Donc là, tout de suite, on sait quels sont les sujets importants pour vous. D'accord? Et ça bouge tout le temps dans la vue. Je pense que Gonzague, tu la vois aussi. Oui. Et tu peux aussi changer la vue. En bas à droite de Klaxon, il y a vue colonne, vue board et vue liste. D'accord? Normalement, dans le menu. Et si le zoom ne marche pas, on va pouvoir zoomer un peu plus tout ça. Voilà, ça sera déjà mieux ici. Très bien. Ok, donc pendant que vous continuez, juste en gros, nous, ce qu'on a mis en place avec Gonzague, c'est donc un cycle de conférence, comme vous voyez très bien, un cycle de conférence qui a lieu tous les mois, hein, à peu près, et aussi une notion de diagnostic. L'idée, c'est qu'on peut effectivement un diagnostic en gros, pour vous. Si vous voulez, par exemple, avoir une opinion, avoir un feedback sur une problématique que vous avez vous de votre côté, un diagnostic gratuit. Nous proposons un diagnostic gratuit de 45 minutes. Vous nous contactez et nous venons vous exposer votre problématique et comme ça, nous pouvons ensuite échanger avec vous et vous donner quelques billes par rapport à votre problématique. Donc pour ça, c'est un diagnostic gratuit et on le propose. Donc le lien est en bas dans le chat, hein, amalté.com/diag. Et vous pouvez avoir facilement le diagnostic sur les sujets, le sujet d'aujourd'hui, mais aussi d'autres sujets que nous avons autour du KM. On a beaucoup parlé, que ce soit le vrac numérique, le KM du point de vue du top management, middle management, du knowledge worker. Il y a plein de sujets différents du KM qu'on a traités ensemble depuis plusieurs mois. Alors, on revient vers les enjeux de la DSI. Comme il nous reste à peu près un quart d'heure, on a quand même du temps maintenant. Ça, c'est quand même sympa.
Donc, ce que je propose avec Gonzague, ben, c'est là, comme j'ai trié par vote, en fin de compte, hein, bah, tiens, un que t'aimes bien, tiens. Vos enjeux, identifier les connaissances critiques. Tiens, je te le laisse celui-là. Oui, alors, oui, Pierre dit ça avec un petit sourire parce qu'en fait, on a travaillé ensemble sur ces 2 dernières années avec une demi-douzaine d'entreprises. On les a aidés à cartographier leurs connaissances critiques en utilisant l'outil Klaxon. On a mis au point une méthode qui permet en 3 ateliers de faire émerger les connaissances critiques, qui est toujours un exercice difficile, mais c'est justement la force du collectif. Quand vous mettez 15-20 personnes d'un métier autour non pas d'une table, mais d'un klaxoon, et que vous les faites voter, vous faites émerger les domaines de connaissances critiques qui sont effectivement quelque chose que les gens ont spontanément du mal à exprimer. C'est pas le niveau de compétence ou le niveau de formation des gens qui est un frein, c'est simplement la difficulté à prendre du recul par rapport à ce qu'on fait tous les jours. Et aussi à mettre en perspective les connaissances avec les enjeux stratégiques de l'entreprise. C'est pas forcément ce qu'on aime le plus qui est stratégique pour une entreprise. Et c'est vrai aussi pour une DSI. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'il est assez facile de faire. Ça permet d'identifier les domaines de connaissances critiques et ça permet aussi après facilement de trouver quel est le levier, l'action la plus efficace. Est-ce qu'on fait un REX? Est-ce qu'on fait un wiki? Est-ce qu'on fait un webinaire? Est-ce qu'on rédige un guide métier? Est-ce qu'on fait un modèle de document? Et ça permet d'embarquer un maximum de personnes pour qu'il y ait une dynamique. Sur l'onboarding, alors c'est effectivement quelque chose que les DXI avec lesquels j'ai travaillé demandent beaucoup. C'est comment est-ce qu'on peut utiliser ces techniques de gestion des connaissances pour répondre à un problème très opérationnel. C'est comment j'embarque des utilisateurs dans une application ou des nouveaux collaborateurs au sein de la DSI. Alors, c'est pas une demande si spécifique que ça. On a ça dans tous les métiers. Et là encore, on a travaillé récemment, alors pas forcément dans des DSI, mais dans d'autres entreprises, pour, euh, pour, pour faciliter le transfert de poste au moment de départ en retraite. Là encore, c'est pas si extraordinaire que ça. C'est se poser des questions de bon sens. Quelles sont les informations que vous auriez envie de transmettre, et puis voir où elles sont, sous quelle forme elles sont, de repérer que certaines sont tacites. Alors, soit parce qu'on n'a pas fait l'effort de les formaliser, soit qu'il est délicat de les formaliser. Tout ce qui relève des processus de validation, par exemple. Bon. Et donc, au moins de les cartographier, d'identifier des personnes intermédiaires. On peut trouver des solutions pour faciliter ces choses-là. Alors, je pensais aussi pour l'onboarding, c'est un petit peu un sous-produit du premier qui est d'identifier les connaissances critiques. C'est qu'en fait, si parmi les leviers qu'on a identifiés, ou des enjeux identifiés, par exemple, qui étaient le problème de l'onboarding, par exemple, des nouveaux venus dans la DSI, eh ben, un des leviers potentiels qu'on peut mettre en œuvre, c'est par exemple un wiki avec des mots-clés, des concepts liés au métier, les listes d'applications par exemple, les personnes de contact, des pointeurs vers des docs de référence, docs d'installation, docs de support et d'autres, qui permet de pouvoir à un nouveau de rapidement trouver ces pointeurs et avoir accès à l'info directement aux gens importants. Et puis aussi, ça peut très bien être des communautés, encore une fois, communauté métier. Je suis un nouveau en tant que chef de projet IT, eh bien, je suis dans la communauté des chefs de projet. Et donc, clairement, je peux avoir accès à des méthodes sur tout ce qui est chef de projet IT, donc rapidement pouvoir monter en compétences. Et pour l'onboarding dans des applications, un des grands moyens de le faire quand c'est des grosses applications transverses, structurantes, genre les ERP ou les CRM, c'est ce qu'on appelle des champions, donc des réseaux de champions, des communautés de champions, où là, vous avez des réseaux, des relais locaux qui vous aident justement à utiliser les applications parce qu'ils sont près de vous et peuvent vous aider à monter en charge rapidement par rapport à ça. Alors, tiens, confusion entre GED et KM. Voilà, j'en ai dit un mot tout à l'heure. Effectivement, la DSI produit beaucoup de documents, comme toutes les sociétés d'ingénierie. Alors, ces documents, bah, il faut les valoriser, il faut les conserver, les valoriser, identifier des livrables remarquables. Mais ça ne suffit pas parce que c'est pas
dans ces livrables que vous allez extraire les pépites. Une de ces pépites classiques, ce sont les métriques. Ça coûte combien de faire ceci ça prend tant de temps, combien de temps pour faire ça. C'est aussi pour identifier un des gros problèmes pour les personnes des DSI, c'est les compatibilités entre outils, les problèmes de connecteurs, parce que les documentations des éditeurs sont toutes fausses. On ne va pas dire qu'ils font du mensonge, mais elles sont toutes fausses. Pour donner un exemple, chez un client, le connecteur entre Documentum et SharePoint, il était supposé exister opérationnel et on n'a jamais réussi à le faire. Bon. Donc, c'est ces petits détails extrêmement agaçants quand vous mettez en œuvre que ceux qui sont sur le terrain connaissent. Il y a aussi la manière de débugger certaines choses. Bref, le métier de professionnel des systèmes d'information est fait de plein de petits agacements parce que ça ne marche pas, ça bug. Et le fait de pouvoir les identifier, trouver, ça peut vous faire gagner un paquet d'heures considérable. Et donc, ces informations-là, elles ne sont pas dans les documents, elles sont dans des conversations. Donc, il faut les favoriser. Déjà, il faut insuffler une dynamique où on va partager ces trouvailles, mais ces trouvailles, il faut qu'elles soient aussi organisées, qu'elles soient mises en lien avec des thématiques. Donc, elles viennent compléter des méthodes, des livrables de remarquables. Il faut développer aussi des REX, mais pas uniquement des REX projets, parce que ça peut être des règlements de compte, mais surtout des REX événementiels. Voilà, on a eu face à telle situation, comment est-ce qu'on a résolu le problème. Ces éléments, en fait, les collaborateurs des DSI, ils se les partagent assez facilement, mais dans des conversations. Et donc, il faut passer de la conversation à la conservation. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'un knowledge manager et qu'on a besoin surtout du soutien du DSI. Il faut que le DSI soit convaincu de ça, qu'il accepte parfois de se faire déplacer, parce que quand un DSI est un ancien expert en informatique, il considère que c'est lui le hub, c'est lui le point central. Je me souviens d'un DSI dans un grand groupe qui était intellectuellement pour le KM, et dans les faits, ça ne marchait pas parce que il n'avait pas compris que ça allait déplacer son mode de management. Il n'était plus le centre, l'abeille butineuse qui, en gérant ses collaborateurs, en se promenant dans les couloirs, était un peu cette abeille butineuse qui faisait transférer la connaissance de l'un à l'autre et qui a un déplacement. Il faut qu'ils en soient conscients, qu'ils l'acceptent. Et c'est aussi pour ça que ça freine, les démarches de knowledge management peuvent freiner. Alors sur embarquer la direction sujet KM, bon, si on prend la direction DSI, typiquement, ça veut dire qu'il faut se raccrocher aux enjeux. Comme tout à l'heure, on a parlé enjeux. Les Oui. enjeux, c'est ce qui fait qu'une DSI ne dort pas la nuit. Et donc, il faut se raccrocher à ça. Est-ce que c'est une problématique de coût de la DSI parce qu'il a eu un appel du grand chef qui dit il faut diminuer les coûts? Est-ce que c'est une problématique du client pas content? Est-ce que c'est une problématique d'outsourcing de la DSI, etc. Une fois qu'on a compris quels étaient les gros enjeux de la direction informatique, eh bien, qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution par rapport à ça? Et il faut d'abord commencer par les enjeux. Et le petit Ouais. travail de connaissance critique, c'est un bon moyen pour de savoir par rapport à cet enjeu, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on doit savoir comme savoir et savoir-faire pour répondre aux enjeux. Et de là, après, on en tire les fameux leviers KM dont parlait Gonzague pour pouvoir mettre en œuvre quelque chose. Mais s'il n'y a pas les enjeux stratégiques qui vont tirer la chose, ça ne sert à rien. Oui, oui, tout à fait. Il y a un pilotage par les enjeux. Comme tu dis très bien, il faut repérer ce qui empêche le DSI de dormir. Et là, c'est là qu'on peut le faire bouger. Parce que si on arrive à résoudre un problème opérationnel, ensuite, on va créer le noyau d'intérêt autour duquel le KM va se développer. Je rappelle que le KM, je compare souvent à une spirale. C'est pas Big Bang, c'est progressif. Il y a une maturité qui vient. Il faut prendre un sujet et puis ensuite faire croître la démarche, la dynamique. Une petite question sur les métriques, tiens. Ah, toujours la question des métriques. Bah, c'est la même réponse que d'habitude, c'est-à-dire que les apports du KM sont essentiellement qualitatifs. Si on a un client qui veut absolument des métriques, on peut lui en trouver.
Il y a des métriques d'usage et il y a des métriques pour aborder la valeur de ce qui est créé. Alors, si on est dans un centre d'appel où là, on doit traiter des tickets, eh ben, on peut regarder comment on va mesurer l'efficacité pour répondre à ces tickets. Voilà. Mais le meilleur argument, c'est quand même le témoignage des chefs de projet au sein de la DSI, mais aussi le témoignage des utilisateurs pour lequel le projet s'est mieux passé que d'habitude. Ils ont eu le sentiment de rentrer plus facilement dans le sujet, de moins perdre de temps à expliquer quels étaient leurs process métiers, qu'ils ont été accompagnés dans des démarches de recettes, par exemple. C'est des choses basiques, mais c'est bien de les avoir, de disposer de modèles de cahiers de recettes pour faire des recettes plus faciles, etc. Donc, c'est avec ces témoignages qu'on gagne l'adhésion à la fois des collaborateurs de la DSI, mais aussi des clients de la DSI. Ouais, donc pour résumer, il y a 3 niveaux, hein. Il y a le niveau de base qui est le monitoring des applications, à voir est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que le taux de disponibilité fonctionne ou pas, ça c'est via des sondes ou des mesures, ça c'est la chose de base que tout DSI doit avoir, hein. Ou les bases de données, c'est est-ce qu'elles sont utilisées ou pas, est-ce que le contenu est utilisé, etc. Le second niveau, c'est l'opinion, la voix du client, hein, la VOC. Donc la voix du client interne, qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils sont contents, etc. Et puis troisième niveau, effectivement, c'est les success stories, c'est les témoignages qui montrent que ça marche avec des témoignages du business, super important. Business nous dit grâce à ceci, cela, vous étiez plus rapide pour déployer la solution machin, je vous remercie, et on peut le relier à le système KM parce qu'on avait la documentation qu'il fallait, les bonnes personnes, le bon réseau, etc. etc. Il faut aussi jamais oublier que le DSI, c'est le patron d'une équipe et c'est jamais facile de gérer une équipe d'informaticiens. Bon. Et donc, si il ressent, parce que comme consultant, on peut leur expliquer, mais ils ne nous croient pas. Bon, mais s'il ressent le fait que le KM est un projet fédérateur, que ces bases de connaissances sont comme des trésors de guerre, c'est-à-dire que ses collaborateurs vont être fiers de la connaissance qu'ils ont dans ces bases. C'est-à-dire, quand on voit tout ce qu'on sait, et puis voilà, on est vraiment champion du monde. Oui. Quand on entend ça, alors il y a une fierté, il y a une adhésion, il y a une cohésion, il y a une attractivité, il y a un ralentissement de la perte de talent. Bon. Et tout ça n'est pas indifférent pour un knowledge, pour un DSI. Il nous reste 2 minutes. Juste avant ça, avant de faire une petite dernière, je vous ai mis dans le chat un lien pour l'évaluation du webinaire, pour avoir votre retour sur le webinaire. Je vous le remets, ainsi que d'ailleurs le lien vers l'article que l'on avait écrit ensemble il y a à peu près une semaine et qu'on a mis en ligne. Donc, est-ce qu'on peut... Voilà. Alors, peut-être un truc à retenir, hein, Gonzague. Oui, à retenir, c'est que le KM, c'est un sujet pour les DSI, qu'il faut dialoguer avec le DSI, repérer ses enjeux, qui peuvent être différents en fonction des contextes, qu'il faut lui dire que il peut voir des exemples dans un certain nombre d'entreprises. Alors, c'est vrai que c'est souvent quand la fonction gestion des systèmes d'information est externalisée, parce qu'on n'est jamais plus efficace que quand on est sous contrainte externe, et que ça ne va pas le déstabiliser, mais il faut qu'il soit conscient que ça va lui demander de manager ses équipes un peu autrement. Il y a effectivement un impact sur la gouvernance de ses équipes, mais qu'il peut en ressortir renforcé. Et aussi qu'il accepte de se faire aider sur des compétences de gestion de contenu. Je pense aux métadonnées, au vocabulaire, aux bonnes pratiques, peut-être sur des compétences de rédaction. C'est pas si évident que ça que des collaborateurs de DSI soient de très bons rédacteurs.
Programmeur, oui. Rédacteur, c'est moins sûr. On a aussi ce problème dans l'industrie, dans l'ingénierie. Et donc, il a besoin de se faire aider. Voilà. Ce sera le C'est mot de la ça, fin. c'est ça. Et pouvoir Et je dis pas nommer, ça uniquement parce qu'on est consultant, hein, mais croyez-moi bien, c'est aussi par l'observation du terrain. c'est sûr que savoir rédiger, c'est un art, hein. Tout le monde ne sait pas rédiger. L'ingénieur, en général, ne sait pas rédiger. Ça s'apprend. Et le rôle du KM manager, c'est effectivement d'apprendre aux gens à rédiger correctement quelque chose qui sera pour d'autres réutilisable. Voilà. N'oubliez pas, s'il vous plaît, votre feedback sur le webinaire permettra pour nous d'être beaucoup mieux sur le sujet. On n'a pas pu tout traiter, mais on a au moins traité quelques sujets, disons, de fond, hein. On en reparlera effectivement une autre prochaine fois sur ces sujets des SI, KM. Donc, dans un mois, nous avons un autre webinaire en mars. Je pense que c'est le 22 mars, c'est ça. Donc, Gonzague, j'ai vu que tu étais libre, donc j'ai pris une option sur ça. Très bien, faut que je le note. Et donc, le sujet, on ne sait pas encore, mais vous savez, on traite les sujets comme ça, en fonction de vos feedbacks. Donc, à très, très bientôt, en espérant que ça vous a plu. Effectivement, Véronique, important de faire tester les fiches de connaissances par le terrain. Il faut évidemment avoir leur feedback et donc avoir dans l'outil KM le pouce vers le haut pour dire que c'est bon, le pouce comme ça pour dire que ça mérite un peu d'amélioration. C'est pas du luxe pour que justement on puisse améliorer les fiches en question. Eh bien, sur ce, nous vous souhaitons une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir. À bientôt.